Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 8 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les gars? Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cet épisode hors série, cet épisode exceptionnel parce que on a l'habitude, normalement, de se retrouver tous les mercredis. C'est un peu notre rituel hebdomadaire. Tous les mercredis à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps, une fois par semaine, de discuter, commenter, échanger sur les dernières actualités du design. Mais de temps en temps, dans la semaine, puisque je tourne ces épisodes dans mon studio de design où je me trouve actuellement, c'est là où je tourne tous ces épisodes, de temps en temps, j'ai des personnes qui viennent me voir, des designers qui sont très intéressant et j'allume la caméra, j'allume le matos et je fais une petite interview qui généralement dure une petite heure. On a eu Safir Bellali, on a eu Sami Bernoussi, alors je les mettrai en lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir ces interviews-là parce que c'était vraiment très 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 intéressant. Et cette semaine, on a reçu dans mon studio de design Hugo. Hugo, alors c'est qui? C'est un jeune designer, très jeune designer, tout fraîchement diplômé. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il va nous raconter son histoire. Mais c'est surtout le fondateur, le créateur de Design-moi un mouton. C'est une chaîne YouTube qui a quand même 3300 abonnés, qui fait des très 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 bonnes vidéos sur le design. D'ailleurs, j'avais cité une de ces vidéos dans un de mes épisodes, et notamment le design, pourquoi vous ne comprenez rien au design. C'est pédagogique, c'est ludique. Alors, c'est monté, c'est scripté, c'est pas comme moi. Moi, je fais ça vraiment... J'allume le micro, je branche le truc, la caméra et je me mets à parler pendant 20 minutes. Lui, non, c'est vraiment monté, c'est vraiment structuré. Donc, c'est complémentaire. Et en fait, je ne savais pas, mais il était tombé sur mes épisodes de Mes Bricolos. Moi, je connaissais aussi ses vidéos. Je vous dis, j'ai parlé d'une de ses vidéos dans un épisode de Mes Bricolos. Alors, je vous conseille évidemment d'aller vous abonner à sa chaîne. Et il nous a fait l'honneur exceptionnel de se présenter pour la première fois parce que personne ne connaît Design-moi un mouton, personne ne sait qui se cache derrière ce ravissant petit mouton bleu. Donc voilà, on va rencontrer ce personnage qui était accompagné de sa dulcinée, donc c'est d'autant plus intéressant qu'il est elle aussi designer. Et ce qui est remarquable, c'est que vous allez écouter aussi son parcours parce qu'il est fraîchement diplômé, c'est ce que je vous explique, son parcours, pourquoi il a monté cette chaîne, comment il crée du contenu pour cette chaîne YouTube. Donc, trêve de blabla. Je vous laisse avec cet épisode exceptionnel. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner, de partager. On fait un travail toutes les semaines sur lequel on commente les actualités du design. Donc, pour encourager cette dynamique, vous abonnez, vous en parlez autour de vous. Vous cliquez sur le petit pouce en l'air, sur la petite cloche, comme ça vous recevrez des notifications. En tout cas, merci à tous. Et je vous laisse avec cet épisode. Pslama. Et puis nous, on se retrouve mercredi 17h hors GMT. Allez, bye. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Attends, mon micro est un peu fort. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 7 de la saison 4. Ça me fait très plaisir parce que là, on a des invités d'exception et on a une star de YouTube. Bien plus que moi, mais bien le micro proche de ta bouche. Okay. Hugo, désigne-moi un mouton qui est venu avec sa dulcinée faire un petit tour à Marrakech, se balader à Marrakech et justement, ça donne l'occasion. Parce que dans ces épisodes de Mes Bricolos, vous le savez, l'idée c'est de parler de design, de créativité, d'innovation. C'est notre petit rituel hebdomadaire chaque mercredi à 17h GMT. Je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, justement, on traite des actualités du design, de la création. Puis de temps en temps, on a eu Safir Bellali, on a eu Sami Bernoussi. Et de temps en temps, on reçoit des acteurs du design. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que Hugo et Juliette qui ont fait l'école de Nantes, justement, qui se sont rencontrés, c'est une belle histoire, comme quoi le design, c'est aussi des histoires d'amour, qui se sont rencontrés à l'école de Nantes. Mais ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui, c'est que quand tu étais étudiant à l'école de Nantes, tu réalisais des vidéos qui sont Désigne-moi un mouton. Et on ne voit jamais ton visage. Non. Moi, je suis très content. C'est un peu une exclue internationale. On connaît le visage d'Hugo. Donc, ce n'est pas qu'une voix, les amis. Et justement, moi, je suis tombé sur tes vidéos et je t'ai même cité dans une de mes vidéos où, justement, je trouvais que ton regard sur le design, et moi, je pensais que tu étais vraiment pas un jeune diplômé, parce que c'est le cas, mais un professionnel du design, parce que tu avais un regard très averti et déjà conscient
de ce métier-là, avec une vraie connaissance du métier, mais aussi une vraie connaissance de l'histoire du design et des enjeux du design. Et tes vidéos sont ludiques, alors c'est différent. Elles sont montées, elles sont structurées, elles sont écrites. Nous, on est sur le côté un petit peu spontané. Alors tu vas sortir un petit peu de ta zone de confort dans cette interview, puisque tu vas être là à nous parler design de façon spontanée. Mais avant de commencer, donc là, je t'ai fait une présentation rapide. On va rentrer dans le détail parce que ce qui est intéressant, c'est de découvrir tout ça. Mais avant de commencer à parler vraiment de design de ta chaîne YouTube, j'ai vraiment envie que tu me parles aussi de ton parcours. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que je t'expliquais, parce qu'on a eu une petite discussion avant, c'est que finalement, on est aussi beaucoup regardé par des étudiants, des personnes qui veulent faire ce métier, qui ne savent pas exactement comment aborder cette question de l'enseignement du design. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais te poser la première question. Alors tu vas nous dire où tu es né, où tu vis, et d'où tu viens, mais après, à quel moment tu t'es dit j'ai envie de faire du design? Ça a été très simple. Moi, je suis nantais, donc j'ai vécu 25 ans à Nantes. Je suis né à Nantes. Et le design, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'étais au lycée. J'ai fait un bac assez technique. C'était un bac STI 2D. Et là, j'ai découvert pour la première fois SolidWorks, donc la 3D, tout ça. Et arrive la fin du lycée, moi je sais toujours pas ce que je veux faire. Ah, tu travaillais sur Solid déjà? Ouais. T'avais quel âge? Parce que alors, SolidWorks, pour ceux qui savent pas, c'est un logiciel d'ingénieur, alors de modélisation 3D, mais d'ingé quoi. Ouais, totalement. Ouais, c'est extrêmement technique. L'interface est claire, mais c'est vraiment pour les ingénieurs. Et la fin du lycée arrive. Et faut choisir une branche. Et moi, j'ai toujours voulu améliorer la vie des gens. J'avais que ça. Mais du coup, mes proches me disaient sois ingénieur, fais de la technique et tout ça. Parce que pour eux, le design, ça n'existe même pas. C'est même pas bien sûr. C'est quelque chose de très mystique. C'est un peu comme si tu voulais être artiste. On me dit non, choisis un vrai métier et fais ingénieur. Du coup, je suis tombé complètement par hasard sur YouTube une vidéo de Philippe Stark. Sur On n'est pas couché. Désolé pour le son, mais alors vraiment Stark, il a... Ah ouais, mais il m'a fait... merci, c'est fou. Mais du coup, comme c'était le seul qui était médiatisé... C'était quelle époque ça? T'es pas bien vieux, hein. J'ai 25 ans. Ouais, on a 20 ans de différence. Et ne faites pas le calcul pour connaître mon âge. J'ai 25 ans et du coup, c'était fin lycée, donc je sais pas, ça devait être 2017. D'accord, à peu près. Et là, je tombe sur cette vidéo, je fais, c'est ça que je veux faire en fait. J'ai même pas eu d'autres réflexions. J'ai regardé 3 fois la vidéo d'affilée. Mais le gars, il dessine des objets beaux pour des gens. Les gens sont contents. Et il gagne sa vie grâce à ça. D'accord. C'est parfait. Donc, mais est-ce que parce que Stark, il a la caractéristique d'être incompréhensible par les quand je parle des néophytes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sensibilisés au design, parce que t'arrives, t'es jeune, t'es au lycée, t'entends Stark, est-ce que t'as capté un petit peu ce qu'il racontait? Parce que moi, je t'avouerais que, alors moi, je suis des années 90, donc c'était les débuts de Stark, et je me rappelle avoir vu une interview de lui, j'étais déjà à l'ENSI, mais je me disais, mais ce mec, juste avant même d'ailleurs, je me disais, mais il parle de trucs, il parlait de... Il me décollait complètement. J'avais du mal à comprendre ce qu'il essayait de me dire. Ça fait un peu un grand poète qui essaye un peu de t'embrouiller, mais non, en fait, j'ai pas de temps écouté le personnage, j'ai plus regardé ce qu'il a fait. Et je fais, mais moi aussi, je veux faire des objets comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai envie de créer, j'ai envie de mettre ma patte et d'aider des gens. Tout ça. Même, je pense que le design ne sert pas à grand chose aujourd'hui. Enfin, il est dans l'inconscient collectif, il est inutile. Je trouve que on pourra en revenir. Ouais, bien sûr. Mais du coup, j'ai découvert grâce à ça, grâce à Stark, et j'ai cherché école de design Nantes. T'es tombé sur l'école de design Nantes. Et ça, c'était quand? C'était juste avant d'avoir ton bac ou Ouais, c'était juste avant le bac. Ah, génial. Et j'ai fait premier lien Google, école de design Nantes. J'ai fait s'inscrire. J'ai passé le. Direct. Ouais, en fait, t'es allé voir les portes ouvertes. C'était une mana. Ouais, j'ai fait les portes ouvertes. J'ai fait les portes ouvertes parce que au début, s'inscrire 5 000 € l'année, faut s'inscrire quoi. Enfin, je me suis dit, ok, les parents, ok. Donc de ça, j'ai fait des portes ouvertes, comme tu l'as dit.
Et j'ai fait, bah ok, mais c'est ça que je veux faire. Il y a des dessins partout, il y a des maquettes, il y a des objets, tout, c'est génial. Donc, bah, après, c'est entretien avec les gens de l'école. Ouais. Et là, bah ok, t'es passé et t'es pris. Et finalement, quand tu as commencé, après j'en viendrai à toi parce que c'est toujours intéressant d'avoir un peu son histoire et son parcours. Totalement différent. Mais totalement différent, c'est ça qui est sympa. Et tant qu'à faire, comme ça, ça nous permettra d'avoir différents regards. Mais est-ce qu'une fois, cette question, une fois que tu étais à l'école de Nantes, est-ce que la façon dont tu pensais le design et tu pensais ce métier en intégrant cette école, c'était à la hauteur de l'idée que tu te faisais ou finalement c'était mieux ou peut-être tu étais un peu déstabilisé en disant alors quand je suis rentré à l'école design, je me suis dit un designer c'est un dessinateur. Ah ouais, d'accord. En fait c'est que l'école il montre non plus, il montre ce n'est qu'un aspect, on va dire. Il montre des super beaux sketchs et tout. Et là quand tu es néophyte, tu sais waouh, trop beau, trop bien fait. Moi aussi je veux faire ça. Ouais. Après, tu te rends compte que, moi, quand je suis passionné par un truc, je le creuse, mais à fond. Et après, je me suis rendu compte, mais les designers, Stark, les Bouroulec, tout ça, mais ils dessinent pas comme ça. Ouais. Pourquoi moi, je dessinerais comme ça alors qu'eux, ils dessinent pas comme ça? D'accord, ok. Et je me dis, mais non, c'est bon, je vais pas passer 2h30 à faire un dessin, alors que les autres, ils font des petits crobards comme ça, juste de la technique. Ils disent, ça passe, encombrement, la vis, elle vient là, et puis c'est tout. Je me dis, c'est bon, moi je veux plus avoir mes pro-marqueurs, mes feutres, tout ça, j'ai plus envie de faire ça. Et donc la vision du design a changé à ce moment-là. Je me dis, mais non, c'est pas du tout un dessinateur, un designer, c'est un mec qui réfléchit à comment les gens vont utiliser un objet, exactement, comment il va être fabriqué et comment toute la chaîne de valeur, en fait, ça s'arrête pas juste au dessin. Ouais. Tu peux très bien dessiner et être un très mauvais designer, comme très mal dessiner et être un très bon designer. Bien sûr, évidemment. Donc ça a pas de sens Enfin, avec le recul, je me dis ça avait pas de sens de juger le métier par le dessin. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Madame, on fait glisser le micro. C'est déjà pas mal, j'ai 2 micros, m'en voulez pas, donc on fait glisser le micro. Donc on t'écoute toi parce que c'est intéressant aussi d'avoir ton parcours. Alors moi je suis originaire de Brest en Bretagne. J'ai toujours été manuelle quand j'étais petite. Je jouais beaucoup toute seule dans ma chambre à dessiner, fabriquer, mais voilà, avec mes mains. Et quand vient la fin de la 3e, quand j'aime un truc, il faut que je le fasse à fond, pareil. Et du coup, je m'inscris en STD2A, donc art appliqué, où je pensais que c'était l'école d'art où on va fabriquer avec ses mains, dessiner, faire des maquettes. Donc j'intègre cette école à Quimper, pas très loin de Brest, et je découvre par le biais de cette école les différents pôles du design. Et là, c'est un champ tout autre qui s'offre à moi, et puis j'ai une vision complètement différente qui va changer parce que moi, je dessinais, je fabriquais, je jouais avec les matières, les matériaux et avec mes mains. Et finalement, je me rends compte que le design, comme on l'a dit, c'est pas juste faire, c'est réfléchir et penser à comment on va faire tel ou tel objet ou telle chose. Donc j'ai pu apprendre davantage sur l'espace, le graphisme, le produit. Et c'est le produit qui m'a beaucoup plu, sachant que de base, j'étais beaucoup plus dans l'archi. Je pensais être designer, architecte d'intérieur. Et en faisant les cours, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. J'ai beaucoup de mal avec la perspective, avec les grands espaces, et du coup, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec des petits objets. Mais par contre, j'ai toujours eu cette démarche, je dirais, assez artistique, entre guillemets, des projets. Parce que, par exemple, à l'école, on nous apprenait à dessiner, mais pas à faire des dessins de produits comme Hugo a pu faire et que j'ai pu voir dans ses études. Moi, c'était des dessins plus d'observation. Et donc, j'ai une vision qui a été complètement biaisée, entre guillemets, sur le design. Mais ce qui fait aussi que je me décale un peu des designers industriels, par exemple, je trouve. Et je cherche beaucoup plus la sensibilité dans les productions et le lien, en fait. Qu'est-ce que peut raconter l'objet. Et l'école de Nantes, c'était ton premier choix?
Ah non, je suis arrivée très tard à l'école de Nantes parce que du coup j'ai fait ces 3 ans en art appliqué. D'accord. J'ai eu mon bac. Oui, ça c'est juste avant ton bac, mais après quand tu es... Et après je suis arrivée en BTS design de produits ça y est, je vois. en Vendée, aux Herbiers. Et là j'ai découvert les logiciels 3D de modélisation. En fait j'ai l'impression d'avoir eu un parcours très lent de designer. Et j'ai eu vachement plus... une étude sur moi-même et qui je suis, mon positionnement de designer, mais sans avoir les outils en main. D'accord, ok. Ce qui est pas mal, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir du retard sur certains points. Et je me suis rendu compte de ça, notamment à l'école de design. D'accord. Et donc après ce BTS, je suis allée en DSA, donc diplôme supérieur d'art appliqué, à Roubaix, où j'ai fait aussi un BTS, en design de produits. Donc que j'ai obtenu le diplôme. Et à la fin de toutes ces études, non, j'arrivais pas, j'avais plein d'ambitions, de projets, mais j'arrivais pas à me sentir... designer en fait finalement. Donc du coup j'ai fait ce master à l'école de design de Nantes. Tu te sentais pas légitime? Non, je me sentais pas légitime de bosser parce que j'avais pas toutes les cartes en main et parce que du coup moi j'avais une vision, une infime partie du design en fait et j'avais pas tout le processus. Et l'école de Nantes t'a apporté ça? Du coup moi je dirais pas que c'est l'école mais plus l'alternance. D'accord, ok. Mais oui, puisque toi tu as rattrapé, tu as dû avoir une équivalence, non? Pour arriver à l'école de Nantes. Ah non, c'était bon. D'accord, ok. Ouais, non. Et donc du coup c'est l'alternance qui m'a fait bondir dans ce métier, quoi. D'accord, ok, je vois. Je vois. Alors Hugo, on reglisse le micro. Yes. Tu vois, toujours pareil. C'est bon. Voilà, c'est bon, tu l'as. Non, parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les deux parcours, mais pour revenir un petit peu à ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, donc tu as découvert ce métier assez tardivement, justement, contrairement, c'est ce que tu m'expliquais. Ouais. Et quand tu es arrivé à l'école de Nantes, tu as commencé à travailler, tu as vu un petit peu toutes les différentes facettes du métier, et très vite, tu as commencé à faire tes vidéos. Les vidéos, elles ont 3 ans, je crois, j'ai commencé. Ouais, donc assez vite, finalement. J'ai commencé 2017. fin BTS, donc il y a 3 ans. Ouais, et c'était donc il y a 3 ans, donc c'était au bout de ta deuxième année, de la fin de ta deuxième année, que tu as commencé les vidéos. En fait, j'ai fait une prépa, j'ai fait une MANA, donc mise à niveau en art appliqué. Ouais. Où là, on a fait énormément de dessins. Où là, j'ai dit, ok, designer, c'est être dessinateur parce qu'il nous bourbait le chou avec ça. Alors, dessine. Et après, BTS en alternance, où là, c'était des professionnels qui venaient nous voir et qui nous disaient, non, en fait, ton dessin, ok, il est très beau, mais ça marche pas. Et après, 3e année internationale, et c'est là où au début de cette année-là, où j'ai commencé à faire la chaîne. Donc, c'est 3e année. 3e année, ouais. Et justement, alors je conseille vraiment tout le monde d'aller voir sa chaîne Design-moi un mouton. Oui. Parce que ce qui est très intéressant, je te poserai la question du nom, même si on s'en doute un petit peu, mais ce qui est très intéressant, c'est que dès ta première vidéo, il y a une maturité dans l'approche du design qui est assez incroyable. C'est-à-dire, moi, je t'avouerai, je m'attendais absolument pas. Alors après, on a discuté, parce qu'il n'y a aucun élément qui nous permet de savoir un petit peu qui tu es, ton parcours, quand on regarde tes vidéos. Mais il y a absolument rien, aucune information sur qui tu es et quel est ton parcours. Et quand j'ai su que tu avais commencé ces vidéos alors que tu étais étudiant, la maturité que tu as avec ton regard, c'est-à-dire évidemment, on peut ne pas être d'accord avec certains postulats ou certaines affirmations que tu donnes, mais tu ouvres un débat qui est très intéressant, et d'ailleurs on pourra être amené à en discuter. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu as une compréhension du métier, tu as une maturité par rapport à ce métier-là, qui est pour quelqu'un d'une 3e année d'école de design, qui est assez surprenante. Moi, je m'en rends pas compte. Oui, non, mais moi, je peux te le dire. Oui, mais c'est vrai que comme tu me le dis, moi, plus, personne ne me l'a dit. Vraiment, c'est remarquable. Et je peux te dire que moi, à l'époque où j'ai fait l'ENSI, en 3e année de l'ENSI, je commençais à la fin de ma 2e année, c'est-à-dire fin de phase 1 et au début de ma phase 2, je commençais à comprendre un petit peu et je commençais à avoir une vision. J'avais pas, je te le dis sincèrement, j'avais pas la maturité que tu as sur cette approche du design. Okay. Alors, ma question, c'est
est-ce que c'est ta curiosité? Est-ce que tu as bouffé des livres, Pourquoi du comment? Mais oui, donc Rémi Carpuis, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vraiment Stark, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ta première vidéo. Ouais, la première vidéo, c'est pourquoi vous comprenez rien au design. Voilà, c'est d'ailleurs qui est très très bien. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est celle que j'ai citée même dans une de mes vidéos. Ouais. Mais c'est que, en fait, je me suis rendu compte que. Alors attends, je vais faire en deux temps. Vas-y. Alors j'ai découvert par Stark avec YouTube, et une fois que j'ai ouvert cette porte-là, là, ça a été toboggan jusqu'au tréfonds de YouTube pour trouver des interviews que personne ne voit et personne ne regarde, avec 12 vues. Et... Les miennes, en fait. non. Moi, d'ailleurs, je fais une petite dédicace à tous mes bricologistes préférés. Et les gars, c'est le moment de l'épisode où il faut s'abonner. Hein, d'accord ? Cliquez sur la petite cloche, vous vous abonnez, parce qu'il m'éclate au niveau du nombre d'abonnés, tout ça, il m'éclate. Un jour, j'espère atteindre le niveau... Oui, mais... du nombre d'abonnés de Design Moi un bouton d'Hugo. Alors vas-y, explique-nous, continue. Ouais, du coup, c'est un peu c'est tout le temps comme ça. Dès que je suis passionné par quelque chose, je vais vraiment le gratter. Et par les livres, donc le design par les livres, par les vidéos. Alors lesquels, par exemple? J'ai acheté... Si tu as 2-3 grands livres qui t'ont... Mais même, j'ai acheté des livres sur le Bon Coin que, franchement, je suis même pas sûr qu'il y a des gens qui l'ont lu. Ouais. Alors j'ai quoi? J'ai les designers du design, mais ça c'est plus des revues que des livres, où là c'était vraiment plus de la culture d'objets. D'accord. Plus que du comment le design fonctionne. D'accord. Donc j'ai acheté le design de A à Z, enfin le design industriel de A à Z, où là c'est l'espèce de grosse bible avec tous les objets en partant de la chaise Tonnet je me souviens de celui-là. Je crois que je l'ai d'ailleurs. Jusqu'aux avions de chasse de guerre. J'ai des magazines qui montrent comment le design peut changer le monde par des matériaux, par des objets, tout ça. Je sais pas trop, j'ai un peu un trou de mémoire pour mes livres. Mais ça, en fait, ce qui t'a intéressé... Papanek aussi. Papanek, tu l'as à l'époque même. Non, Papanek, en fait... Alors Victor Papanek, qui est un designer... je sais pas, c'était les années surtout qui a développé la théorie de la politique du design, que je cite souvent dans mes vidéos, et d'ailleurs on en a discuté, parce que plus on avance dans le design, plus on se rend compte que c'est vraiment très lié en fait, finalement, l'idéologie du design, la politique du design, et c'est un sujet qui me passionne. Et donc déjà à l'époque, tu disais... En fait, je me disais... J'avais un gros syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, mais je suis en 3e année de design, je suis en train de faire des vidéos sur le design, alors qu'il y a des designers qui ont 50 ans de carrière et qui parlent pas. En fait, et qui, eux, savent. Moi, je parle, mais je sais pas. Du coup, je me dis, il faut que j'achète les livres. J'ai pas d'autre choix que de prendre ce qu'il y a dans le livre pour faire des vidéos. Ta curiosité, en fait, ça a été déclenché d'abord par ta curiosité et ta volonté d'apprendre. Ouais. Mais après, dès que tu as commencé à vouloir apprendre, tu as voulu en parler, tu en as fait des vidéos. Mais après, en faisant ces vidéos, tu t'es dit, je peux pas me arrêter à ça parce qu'on risque m'attraper sur... Donc, en fait, tu es rentré dans un cercle vertueux, finalement. Ça, c'était pas voulu, mais tu l'as très bien montré. Du coup, je viens de me rendre compte. Mais en fait, je me dis, mais je peux pas dire une bêtise. Ça y est, c'est sur YouTube, donc tout le monde va le voir. Tout le monde va pouvoir dire, non, ça c'est pas vrai. Donc tu dois faire très attention. C'est pour ça qu'elles sont scriptées aussi les vidéos. C'est parce qu'il y a des infos, il y a des chiffres, il y a des études, il peut y avoir beaucoup d'infos. Donc je m'interdis pas trop la faute, en tout cas sur les faits. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a ton avis aussi. C'est-à-dire, ce qui est fascinant, c'est que en fait, tu ne fais pas des vidéos où tu affirmes quelque chose, mais tu fais des vidéos où tu questionnes. Donc en fait, ce qui est très intéressant, et c'est aussi pour ça que tout le mérite et le nombre d'abonnés que tu as et le nombre de vues que tu as est totalement mérité, parce qu'en fait, on te suit dans ton questionnement. C'est-à-dire il y a une honnêteté, une sincérité que j'essaye aussi d'avoir avec ces vidéos de mes bricolos, alors sous un format différent, mais c'est-à-dire on te suit dans ton questionnement, mais on se rend compte aussi que on suit toute l'étude que tu as fait, c'est-à-dire tout qui est alimenté par une vraie recherche en fait de fond. Ouais, carrément. Là, on comprend par exemple cette articulation, quoi. J'ai envie de sortir une vidéo sur McDo, sur pourquoi McDo est devenu un vieux fast-food un peu à l'américaine, et là en France ça devient un restaurant. Ils ont glow up,
énormément. Ils intègrent énormément le design dans McDo, par l'immobilier, par les canapés, par juste les bornes. Au Maroc, il n'y a pas de bornes au McDo. Si, ça commence. Ça commence. Il y en a dans les nouveaux McDo. On voit qu'au McDo, déjà, ils se disent le design est hyper important et c'est un endroit où le design peut faire qu'on se sente bien, qu'on reste, que les gens viennent et que ça fluidifie déjà un trafic. Les cuisines McDo sont optimisées au maximum pour que toutes les étapes soient respectées et que ça aille le plus vite possible. Et donc McDo, je trouve qu'ils ont eu l'intelligence d'intégrer le design. Decathlon aussi. Decathlon, c'est des monstres. C'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et donc du coup, si je sors ces vidéos-là, je peux pas juste m'arrêter à dire regardez, ils ont fait ça, c'est des designers, c'est chouette, ça a marché. Non, il faut que je le prouve. Il faut que je montre la démarche. Il faut que aussi à la fin, je peux donner mon avis si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est honnête, pas honnête. Donner un avis personnel, mais montrer en fait ils sont partis d'un problème. Par exemple pour le masque Decathlon de plongée, ils sont pas juste fait des lunettes. Ils ont dit il y a des gens qui ont besoin d'être protégés de tout le visage, qui ne veulent pas juste un tuba, parce que le tuba, ça s'en va et tout, c'est pas hyper alors, confort. Juste pour information, et tu continues, c'est que après Yann va faire les incrustations, et alors tout ce que tu vas raconter va être vu. Je le dis aussi aux spectateurs, merci, c'est que vraiment, parce que je te vois décrire le truc, moi je vois exactement de quoi tu parles, mais dis-toi bien qu'ils ont l'image qui est apparue là au moment où tu as dit le masque de... Mais rien que ça, en fait, c'est toute une étude des besoins et que comment le masque, c'est un produit nouveau, donc comment les gens vont le percevoir, est-ce que ça va faire peur, est-ce que les gens vont l'accepter. Donc il y a énormément de tests, il y a énormément de maquettes qui sont faites sur des utilisateurs, savoir comprendre les besoins, pourquoi le masque il fait toute la tête et il s'arrête pas juste là. Donc les gens disent l'objet est chouette, je l'achète, mais il y a tout plein de questions. Et donc j'essaye de faire le piquet. Justement, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, tu as répondu, mais tu n'as pas répondu à la question sur pourquoi tu as commencé à faire des vidéos YouTube. Pardon. Non, parce que tu as très bien expliqué ta curiosité, ce qui t'a amené à vouloir en parler, à étudier, et puis le fait que la vidéo t'a poussé à aller plus loin dans la recherche parce que tu voulais avoir tu voulais que factuellement ça soit au moins sur ce dossier-là irréprochable, ce qui est tout à ton honneur. Mais alors finalement, je veux dire, on sent que c'est quand même... on se dit que tu as pris la mesure alors que moi, pas du tout. Quand j'ai commencé à faire les vidéos YouTube, j'ai allumé la caméra, j'ai fait alors je vais vous parler de design les copains parce que ça me passionne et que j'ai envie de vous en parler. Je peux me tromper ou pas, je peux être à côté de la plaque factuellement, enfin j'essaye d'être le moins possible. Mais bon voilà, toi, et c'est ça qui est intéressant. Mais la vidéo, à un moment donné, quand tu t'es dit j'allume la caméra et je vais parler, alors on ne voit pas ton visage, mais je veux dire de ton montage. Moi j'ai eu très peur. Ma première vidéo, j'ai mis 1 an quasiment à la sortir. Mais pourquoi tu l'as fait? Mais parce que je pense que c'est essentiel. Non, mais surtout que tu parles du design aux gens, c'est le néant. Les gens ils disent tu fais des chaises. Donc c'est né d'une frustration. Je pense. Tu dis je suis à l'école de design ou quoi, les gens ils pensent soit que tu fais des logos, ça se résume à ça, ou alors que tu fais des chaises. C'est le stéréotype, les deux stéréotypes du designer. D'accord. Mais non, mais alors, je vais pas t'expliquer là. Du coup, faire une vidéo, je trouve, ça me paraît bien, parce qu'elle est là tout le temps. D'accord. Elle peut être écrite, donc avoir des arguments qui peuvent être assez longs dans le temps et que les gens puissent revenir et disent ok, j'ai pas compris, je regarde. Et surtout pour les étudiants aussi, ou les gens qui voudraient aller en design. Donc l'avant-école de design. Parce que c'est important, je trouve, de les informer et de dire que tu peux apprendre autrement qu'à l'école déjà. Et tu peux avoir d'autres visions et découvrir aussi des produits et tout ça. Donc, c'est né d'une frustration du fait que les gens ne comprenaient pas trop ce que c'était et aussi d'une envie de montrer aux jeunes que le design c'est vraiment bien et que ça ne s'arrête pas juste à être artiste. D'accord. C'est pas du tout un artiste. Mais justement, quand tu regardais et que tu as commencé à faire ton travail de recherche, est-ce que tu es tombé sur des vidéos pertinentes ? Alors ça, j'ai fait une petite étude terrain. Vas-y. Oui, alors il y en a, mais c'était... je trouve que ça respectait pas les codes YouTube. Il y avait ça aussi. D'accord. Je trouve que YouTube,
C'est un peu un jeu. Il y a des codes, il y a des règles. Et il y a la miniature, il y a le titre et il y a le contenu. Ouais. Ces 3 titres, c'est 3... Et il me fait flipper parce que j'aurais dû lui poser comment tu trouves ma chaîne YouTube. Non, mais moi j'adore. Il va m'allumer. Non, moi j'adore. Et en fait, le gros problème du design... tu peux dire vraiment ce que tu penses, il n'y a aucun souci. Mais je trouve qu'au début, déjà... Mais c'est vrai que je me suis fait les mêmes remarques. C'est pour ça que les vignettes, je les bosse, elles sont toutes logiques. Ouais. Le format aussi est logique. C'est un peu les 3 chevaliers de YouTube. C'est le titre, la vignette et le contenu. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Justement, dans ta production de vidéos, le passage à la production de vidéos où tu t'es vraiment mis dans les codes YouTube et puis tu as commencé à intégrer ce discours de design justement pour expliquer aux gens qui ne... Au début, je l'avais pas trop parce que j'avais très peur de parler sur YouTube. La première vidéo, c'est mon téléphone dans mes coussins pour pas que ça fasse de résonance et je parlais comme ça, blablabla. Comme quoi, les gens qui te disent je peux pas faire de vidéo parce que c'est compliqué et tout, mais non. Après, ça m'a appris énormément de choses sur le fait de faire les choses plutôt que d'attendre d'avoir les choses pour faire les choses. On en parlait, créer des références, créer des références par sa capacité à produire. Et j'en parle beaucoup aussi dans les vidéos. Mais c'est hyper important ça. Et du coup, j'avais peur que les gens tombent dessus, j'avais peur qu'on me juge ou qu'on me dise c'est faux ce que tu as dit. Ou alors, ça c'est pas bien. Ou alors, mais alors, à l'inverse, j'avais pas pensé au positif. J'avais pas pensé à mais elle est cool la vidéo. J'avais pas pensé à tout ça. On pense toujours au négatif. Moi, je pense souvent avant à la critique qu'au positif. Et malgré tout, tu les as faites, quoi. Ouais, je me dis Pierre, c'est bon, il y a 0 vue pour l'instant, personne va les voir. Alors c'était ma question suivante. Quand tu as vu que tu as commencé à avoir 500 vues, 1000 vues, 1200, parce que tu as une vidéo qui a fait 35 000 vues. Ouais, mais ça, pareil, en fait, c'est pas prévisible et tu le sais pas, mais tu l'as fait comme les autres, parce que les autres font, je sais pas, genre 1000 vues. Tu l'as fait comme les autres et là, pouf, tu sais pas, elle va popper. Mais je pense que c'est... Mais les commentaires, t'as reçu des commentaires, Ouais, il y a des gens qui me disent t'enfonces des portes ouvertes. Ou genre, il y a des gens qui disent ce que tu dis, oui, d'accord, ou alors des gens qui disent trop bien la vidéo, merci, ça m'a appris plein de choses. Mais c'est le problème avec YouTube, c'est que tu sais pas qui sont les gens. Tu sais pas si c'est designer. Tu portes de l'importance aux commentaires ou tu te dis non, au final, tu fais le tri. Au début, beaucoup, maintenant beaucoup moins. D'accord, ok. Mais je trouve que j'ai une échelle, dans le design, je trouve que j'ai une échelle sur YouTube qui est très faible. En vrai, je me suis beaucoup comparé à des gens qui avaient beaucoup d'abonnés. Et je me dis, mais en fait, je suis encore très très loin du but. Donc, oui, mais finalement, dans ce milieu qui est le design, c'est quand même important dans la francophonie, dans ce qui est... Je parle de ça parce qu'on est au Maroc et que justement, la langue est aussi parlée, bien évidemment. Donc évidemment, l'anglais et le Darija, l'arabe classique, qui est la langue principale, évidemment, mais je veux dire qui est aussi parlé. Donc il y a un public qui est large parce que il embrasse plusieurs pays. Mais c'est une erreur que j'ai faite au début, c'est de parler aux designers. Et c'est trop niché. En fait, si tu veux vraiment... Moi, ma chaîne, elle est plus nichée sur le grand public, entre guillemets, à dire, vous connaissez pas le design, donc il faut que je trouve des marques ou des objets que vous connaissez et que je vous montre le processus design. Parce que si je parle de même Stark, il est connu pour les designers, mais le grand public, ils le connaissent pas tellement. Ils savent pas trop qu'ils connaissent l'objet, mais ils connaissent pas le personnage. Donc par exemple, si je parle de McDo, là, les gens disent « Ah, je connais McDo, le titre m'intéresse, ok, je vais cliquer. » Et après, là, tu déroules tout le script design, dire pourquoi McDo est arrivé là, etc. Decathlon, pareil. L'Apple Watch, pareil. Donc, toutes ces grosses marques-là, je pense qu'elles ont pignon sur rue. Donc, il faut s'en servir pour amener un peu vers ta niche, vers le design. Donc, c'est comme ça. Au début, je n'ai pas fait ça du tout. Au début, c'était des vidéos sur des lustres, sur des designers. Non, du coup, en fait, j'ai un peu enlevé parce que je me dis, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Non, mais c'est intéressant. Alors moi, pour ce qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est que j'étais un consommateur de YouTube, bien évidemment. Alors parce que je regarde plus aucune chaîne
médias, des médias traditionnels, plus aucune. Et ça ne m'intéresse pas du tout, pour être très honnête. Je trouve que la production est très, 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 très faible, à part certains documentaires de temps en temps. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé d'un documentaire sur Arte. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu. Et justement, ce documentaire, j'ai plutôt tendance à le défendre. Oui, clairement, démonter pièce par pièce. Parce qu'on retombe dans les clichés, si tu veux, de la nana qui va te parler d'un vêtement à base d'algues et qui n'a aucune réalité de production et de réalité de fabrication. Et on retombe dans les travers, et c'est ce qui crée un flou. Quand tu parles de design avec les gens, c'est ce qui crée un flou absolu par rapport à ça, et qui donne une perception faussée de ce métier-là. Mais moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je regardais des vidéos YouTube, je voyais des YouTubeurs qui me parlaient d'objets, des dernières sorties, de ce qui se faisait, donc de cette actualité de la création, de l'innovation, d'objets dits de design, etc. Et je trouvais qu'ils en parlaient, mais avec une... C'était la palissade, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'était d'une évidence à tomber par terre. C'est-à-dire ils paraphrasaient l'objet, ils tournaient autour de l'objet. Et puis au bout d'un moment, j'étais frustré parce que je me suis dit non, mais va plus loin. Je veux dire, et notamment vraiment un objet qui a motivé aussi l'envie de faire ça, à part certains téléphones et productions de chez Apple, c'est vraiment la chaussure qui est la Foam Runner de chez Kanye West qui l'a fait. Donc la Foam Runner qui est monobloc, monomatériaux, moulé, qui pose une vraie question de production industrielle, parce que il y a un problème de dépouille et de contre-dépouille qui est incroyable, et tu te demandes mais comment elle est fabriquée, parce que et il y a une ingéniosité dans l'objet. Et quand je tombais sur des youtubeurs qui me parlaient de cette basket, j'étais hyper frustré, tu vois. Et je me suis dit, mais non, ça va, c'est mon métier, on va parler d'injection. Alors je me suis pas dit, il faut que ça parle à un maximum de monde. Je me suis dit, non, attendez, parce que c'est un truc de fou cet objet, vous comprenez pas que c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, pour moi, on est vraiment sur, ce que je l'ai redit dernièrement, mais c'est vraiment une icône, là, ça s'inscrit vraiment dans un objet majeur qui questionne complètement la basket, et qui la révolutionne d'un certain côté, pour certains aspects. Mais c'est ça qui m'a motivé. Donc c'est intéressant de voir un petit peu justement ce qui a pu motiver. Et toi, ce qui est différent, c'était vraiment l'envie aussi de légitimer le métier du design, mais aussi de le légitimer à travers ce que tu fais, par rapport aux gens qui sont autour de toi et qui te posent la question, et l'envie de dire voilà, quoi. Ouais. Et je sais pas si ça a aidé des gens, mais j'espère en tout cas que les gens se disent ah ok, ça sert à ça le design, et c'est intéressant, et que maintenant ils se disent que derrière un objet, il y a de la réflexion, il y a des gens, il y a des techniques, il y a des matériaux, ça sort pas du chapeau, et que c'est pas juste un objet comme ça pensé avec par exemple la table qui est ici, juste des vis et une plaque. Non, elle a été réfléchie parce qu'il y a des besoins derrière, il y a des gens qui ont fait une étude, le prix aussi il sort pas de nulle part, donc c'est vraiment toute une échelle avec il y a plein de choses, évidemment. Et on le voit assez bien dans tes vidéos, même quand tu parles de la montre, les dernières vidéos on va aborder des sujets maintenant plus largement. Alors, une question, tu connaissais ces vidéos avant que... Non, pas du tout, et du coup, il voulait pas me dire. Et je me suis dit, le mec il parle de design, mais alors il communique pas du tout sur lui. Je le dis à personne. Je le dis à personne. Je pense qu'il y a très peu, aucune personne de mon entourage ne le sait, je crois, parce que j'ai un blocage sur ça. Et il va falloir passer au niveau supérieur, parce qu'il faut. C'est ce qu'on dit, capitaliser sur sa production, mon lapin. Capitaliser sur sa production, j'ai tenu ce discours à Adam, qui est le lauréat du prix de la Mamounia, dont j'étais jury. Et tu regardes son compte Instagram, j'en ai fait une vidéo dernièrement où je parle de lui, je vais sur son compte Instagram, il n'y a aucune photo, image de la production pour laquelle il a gagné le premier prix de la Mamounia, des 100 ans de la Mamounia. Et j'ai dit, tu dois capitaliser sur ta production, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut incarner sa production. Être productif, c'est bien, mais c'est important d'incarner sa production. Moi, ma réflexion, c'était si les gens sont intéressés par le design, ils trouveront. Alors, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai monté ma boîte de design en 2005, elle s'appelait Extrudé. Quand on m'a demandé de faire des photos pour des publications de magazines, j'ai refusé. Et je ne voulais pas du tout que les gens sachent qui j'étais. En me disant, l'objet parle pour moi, je n'ai pas besoin de parler pour l'objet. Mais grosse erreur.
Grosse erreur, parce qu'à un moment donné, on doit incarner. Donc, je te fais le commentaire, mais je me suis vautré dedans complet. C'est hyper intéressant. Mais on doit incarner la création, parce que quand tu incarnes ta création, d'une certaine façon, c'est pas toi en tant qu'individu, mais tu légitimises d'une certaine façon la vraisemblance de ta production, parce que on reste dans l'approche même si tu parles de human-centered design, qui est cette grande tendance actuellement, mais qui a toujours été... Quand on fait du design, human-centered design, tu dis oui, mais ça a toujours été mon métier. C'est-à-dire de mettre l'humain au centre de ma production de design et de ma logique de design, ça a toujours été le cas. Je ne le fais pas pour des mouettes. Je le fais pas. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... on est d'accord que je le fais parce qu'il y a un rapport à l'objet, à l'espace, etc. D'ailleurs, ce qui est complètement le cas quand tu vas étudier McDo, etc., c'est complètement cette approche-là. Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu positionnes ton approche de design et ta logique, etc., on a besoin de voir que la personne qui a créé ça a une sensibilité, a une réflexion... tu vois, et lui aussi participe à ça. Oui, c'est vrai. Et le fait d'incarner rend l'objet plus logique. Je sais pas, j'ai peut-être pas les mots, tu vois, mais je capte. voilà, tu commences. Moi, j'avais pas du tout là, ce tu rapport. commences à le faire, regarde. Oui, mais c'est vrai. J'ai pas du tout ce rapport-là, et je trouve que les designers, Stark, genre typiquement, qui incarnent l'objet à côté, c'est un deuxième objet à côté de son objet. En fait, ça devient une marque personnelle à côté. Donc moi, je me suis dit, non, je suis pas trop à l'aise avec l'image et avec le fait qu'on me voit en vidéo, par exemple. Et donc, je suis encore moins à l'aise avec l'idée de dire aux gens que je fais des vidéos. Parce que, si ça t'intéresse, tu trouveras. Mais du coup, non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre conscience d'une chose. Et c'est pas... On a tendance à avoir, enfin là je le dis sincèrement, c'est-à-dire à faire un lien qui n'est pas le bon entre l'ego et assumer sa production. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que toi qui tu es en tant qu'individu, on fait un métier. Notre métier du design, forcément, est lié à notre sensibilité. Mais ce que tu es en tant qu'individu est distinct totalement de ton travail professionnel qui est celui de designer. Donc, le fait de te mettre en avant dans ta production de design est totalement légitime parce que tu es un professionnel du design. Mais la frontière étant fine entre ta personnalité et ta production, on a tendance à se dire oui, mais s'il commence à se mettre en avant pour parler de sa création, c'est qu'il met son ego en avant, ce qui est complètement faux. Tu es professionnel du design, tu es totalement légitime pour en parler et pour l'assumer. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Du coup, je pense que je grandis un peu sur ça maintenant. D'ailleurs, sujet passionnant à faire. Il faut faire une vidéo là-dessus. Parce que mais c'est un sujet qui est passionnant. Mais oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Et justement, on parlait d'Apple et du fait qu'à un moment donné, j'ai été confronté avec les ressources humaines confrontées. C'est-à-dire, j'ai discuté avec les ressources humaines d'Apple. Et une chose qui a été justement problématique, c'était de disparaître totalement au profit de la marque. Mais ce qui peut être compréhensible dans la logique de la marque, mais il y avait une autre chose qui me gênait, c'était que c'était des objets qui étaient totalement désincarnés. C'est-à-dire que si tu prends un téléphone, tu sais, le dernier iPhone 14, là, c'est le 15 là, qui est sorti, le dernier iPhone 15, c'est un objet qui est très bien, qui est fonctionnel, qui est sur le plan de la finition et tout ça, mais il n'a aucune personnalité. Je trouve personnellement... il a la personnalité de la marque. En fait. Oui, mais pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il perd du sens. C'est-à-dire à vouloir essayer de plaire au maximum, je trouve que l'objet perd en sens. Qu'est-ce que tu en penses ? Je te balance ça comme ça au milieu de la table. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que on arrive... Je trouve qu'en plus, il y a une logique, c'est-à-dire qu'avec cette mondialisation et cet objet qui doit plaire à un maximum de monde... On efface tout ce qui pourrait être... On lisse au maximum. Et après, on n'est plus que dans des effets de matière où il te parle d'une transparence au dos avec des différences de teintes, ce qui est très connu d'ailleurs dans le design. Tu sais très bien que quand tu as une transparence et que tu gères ta couleur, plus tu as d'épaisseur, plus ça devient opaque. Donc tu peux jouer sur cette épaisseur-là. Et eux, ils l'ont positionné comme étant une innovation parce qu'il n'y a tellement plus rien
qu'au final, tu en reviens à parler d'effets de matière et de lumière. Ils essayent de trouver un peu des angles d'attaque pour dire qu'il est mieux que l'année dernière. T'es quand même à la 100e itération, j'exagère un peu, mais mais je pense que le téléphone arrive un peu à un plafond de verre là, et que faut pas faire plus. Enfin, je pense qu'on a atteint, ça y est, on a atteint le summum technique, parce qu'on peut pas il y a Samsung qui essaye de le plier maintenant, et Apple. Oui, mais on est sur des des innovations d'ingénieurs, mais on n'est plus sur des innovations de design, quoi. Non, l'usage en fait est tellement. L'objet de design physique est ce qu'il est. Après, le design il va se faire sur tout ce qui va être le service et tout l'interface. Mais le design industriel, là, il est fini en fait. Jonathan Ive, il est parti, et s'il est parti, je connais pas trop les raisons, mais il doit forcément y avoir des raisons derrière à ça, que ça y est, j'ai plus rien à y faire, j'ai plus rien à travailler, ça y est, le produit est fini, vous pouvez très bien le faire sans moi. Ouais, tu penses. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du dernier iPhone 15, etc., et de la proposition? Le fait qu'ils soient en titane et tout. La proposition en tant qu'objet, parce que quand on est designer, je sais pas, tu regardes des keynotes en direct? Moi, je les regarde en direct. En direct quand je peux, et sinon c'est calé dans mon calendrier. Parce que quand tu es designer, finalement, tu regardes, parce que c'est vrai que c'est une claque à chaque fois. Hein. Mais oui, puis en plus, tu apprends, c'est-à-dire qu'il faut rester honnête par rapport à la production et la qualité de production d'Apple. Et je le dis souvent, c'est-à-dire que Apple, on le prend en référence. C'est-à-dire que quand tu veux parler de ton métier à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le métier du design, tu dis, tu connais Apple, oui. Tu vois la qualité des objets, la qualité d'innovation, l'ergonomie, la fonctionnalité, le hardware, le software. Et tu peux argumenter autour de ce métier-là, parce que tu as une marque qui a excellé dans cette approche de design et qui a même défini des méthodes et des règles par rapport à ça. Ils ont mis le design genre là et les ingénieurs un peu en dessous. J'ai l'impression qu'ils ont mis le design avant l'ingé. Et là, c'est un peu. Là, c'est les pions ont été inversés. Oui, mais parce que le niveau design, ça y est. Genre, tu penses qu'ils sont arrivés? Ouais, je pense. Parce que. Alors, qu'est-ce que tu penses du masque de réalité mixte? Je pense que c'est. Parce que tu as fait 2 vidéos dessus. Ouais, je pense que c'est une bonne. Je sais pas trop comment le voir, parce que j'ai l'impression que c'est un ajout pour ensuite tout enlever. D'accord. Je pense qu'on va le mettre, on va s'habituer à le mettre. Bon, on va garder nos téléphones, on va garder nos ordi, tout ça. Et peu à peu, on va dire, mais j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin, et ça j'en ai plus besoin. Mais ça va prendre des années. Et je pense que ça va être... le masque aujourd'hui, il fait ça, après il va faire ça, après il va faire ça, après il va être peut-être dans la pupille, je sais pas, mais... dit comme ça fait très peur. Dit comme ça, c'est un peu un monde qu'on veut pas trop. Mais je pense que ça peut y venir. Ça va se miniaturiser forcément. Tout se miniaturise. Le premier téléphone était énorme. Maintenant, il tient dans la poche. Le masque, je le trouve intéressant, mais pas abouti. D'accord. Mais tu penses que l'avenir du wearable... Putain, j'utilise des mots. Non, mais parce que c'est comme ça, quand on parle des technologies qu'on porte sur soi, on dit c'est du wearable, c'est du machin, du truc et tout ça. Mais tu penses que en termes justement de mobilité avec ces outils de communication, le masque, c'est l'avenir? En vrai, je le vois très mal dans la communication de tous les jours. C'est très bien d'avoir un téléphone parce que tu peux le cacher. Un ordi, pareil, tu peux le fermer. Mais le masque, quand tu l'as, même s'ils ont mis l'effet genre des yeux, machin, non, c'est quand même un humain en face. Donc, c'est peut-être une bonne réponse au fait que ça y est, les smartphones et les ordis atteignent un peu le plafond de verre. Du coup, ils se disent, on va faire autre chose. Mais je pense que les gens sont peut-être pas assez prêts. Ou je pense que ça va être cool pour tester. Les gens vont se dire, ouais, génial, j'ai envie de tester, machin. Peut-être qu'il y en a qui vont être à fond addict à ce truc-là. T'as testé les Quest de chez Facebook? Non. J'en ai un ici qu'on m'a filé, je pourrais te le faire tester. Écoute, je vois ce que tu veux dire. Moi, je compare le masque, attention,
Je dis ça maintenant. Alors, ce qui est l'avantage de ces vidéos de mes bricolos, c'est qu'on peut changer d'avis, les gars. C'est-à-dire, on peut se retrouver avec Hugo dans 1 an, dans 2 ans. Il reviendra au Maroc, c'est sûr. Carrément. D'ailleurs, on va parler de ton trip à Marrakech et au Maroc par la suite. Mais on peut changer d'avis. On peut se retrouver en disant ah ben non, ben tu vois, rien n'est figé. C'est-à-dire, l'avantage, c'est qu'on parle, on discute, mais c'est cet échange et essayer de réfléchir sur ces produits, sur ces approches du design, etc., sur comment les marques, ce qu'elles proposent et comment elles le proposent, qu'après on ouvre un dialogue qui reste justement ouvert, hein, c'est le principe. Moi, je compare, si tu veux, ces casques à réalité mixte, parce que c'est des casques à réalité virtuelle qui sont faussement mixtes, faussement augmentés, parce que tu es quand même complètement... demain, tu n'as plus de batterie, tu es dans le noir absolu. Ouais. Hein. Donc, ça reste... tout relatif, cette question de réalité mixte, mais je le compare à The Line, qui est en train d'être fait en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, c'est des dystopies totales pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, d'ailleurs, c'est surprenant qu'Apple, en parlant de ce masque à réalité mixte, ils ont repris une vidéo qui est d'un film, quasiment le plan de caméra, tu l'as vu ça ? Oui. Le plan de caméra qui rentre à l'intérieur de l'œil, qui est repris d'un film de dystopie totale. Ready Player One. Voilà, c'est ça, exactement, qui est pris d'une dystopie totale, et où justement le casque à réalité augmentée et à réalité virtuelle est critiqué dans le film comme étant la fin de l'humanité, quoi, d'une certaine façon, tu vois. Et c'est impressionnant qu'ils aient repris cette imagerie-là. Peut-être que tu te poses même la question si c'est les mecs du marketing ou de la com qui n'étaient pas convaincus, qui n'ont pas lancé une petite sucrète pour dire attendez les gars, on n'est pas tous d'accord sur ça, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ah ouais. Finalement, des fois ça peut se passer comme ça, tu vois. Et puis après, une fois que c'est publié, de toute façon c'est publié, la marque doit l'assumer. Mais j'en sais rien. Je ne fais que. Mais pour moi, on est dans une dystopie parce que j'y crois pas du tout à ce casque de réalité mixte, parce que tous ces objets, quand tu regardes, j'étais là quand Internet, je suis suffisamment vieux pour avoir été là avec les premiers téléphones portables et quand Internet est arrivé. Et quand Internet est arrivé, je me souviens qu'on parlait de noosphère, c'est-à-dire la sphère de la connaissance, c'est-à-dire tu allais te détacher du matériel pour aller vers l'immatériel et une espèce de connexion entre l'humanité qui n'allait être que par les sensations, les images, les couleurs et les trucs, tu vois. Ce qui était intéressant, mais on rentrait dans un truc où le rapport humain, c'est-à-dire le charnel, disparaissait totalement au profit de... Et en fait, tu t'es rendu compte que absolument pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois... C'était un objet qui n'avait pour but que d'essayer de mimer. Non, d'augmenter la communication entre les individus. C'est-à-dire que les premiers sites internet ne fonctionnaient pas beaucoup, on te parlait de choses, c'était très fantasmé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et après, petit à petit, tu as MySpace qui est arrivé, et puis après Facebook qui est arrivé, mais ce n'était que des réseaux sociaux où on favorisait le dialogue, l'échange, le partage. Et finalement, tout ce qui était les objets périphériques ne permettait qu'une chose, c'est d'essayer de rapprocher les humains les uns avec les autres. Donc je trouve que le téléphone portable, il est extérieur d'une certaine façon. Tu vois, c'est-à-dire il est là, tu le poses, mais après, on garde si on est en face l'un de l'autre, on peut dialoguer directement. Mais je trouve que ce masque, il met une distance. Donc il s'éloigne même de la logique, pour moi, de cette évolution. Tu vois, c'est un peu comme ils imaginaient les voitures qui étaient sans roues et qui volaient à Retour vers le futur. Ça n'est jamais arrivé, parce que ce n'était pas la problématique. Oui, c'est clair, on n'en a pas besoin. En fait. On n'en a pas besoin. On a besoin de rester de ce lien humain. Et plus on avance, plus les technologies, plus on se rend compte que plus on a besoin de ce lien humain. Et on sort d'une période... terrible là, du Covid où on était enfermés, et ça s'est fait sentir encore plus. Et quand tu vois la production chez les designers, c'est souvent des objets très texturés, avec des matériaux très naturels. On parle d'upcycling, on parle de tout ça, même sans forcément avoir un lien avec sa conscience du climat, mais simplement parce qu'on a besoin d'un retour à la réalité. Ouais, bah c'est comme l'après-guerre où toutes les chaises étaient hyper morphiques, où tout était très pur, très blanc ou très confort, pour faire un peu oublier cette période terrible, qui était horrible. Du coup, je comprends un peu ton point de vue, mais
on connaissait pas avant. Enfin, Internet, je comprends, parce que c'était hyper nouveau et que du coup, ça partait un peu dans tous les sens. Je trouve qu'Apple, Facebook, tout ça, sont assez intelligents pour mettre l'argent là où il faut. Alors, peut-être qu'ils se trompent, peut-être que je me trompe aussi, mais je pense qu'ils ont des R&D qui sont à des milliards et qui... Ouais, mais je peux te dire, pour en connaître certains, ils sont enfermés dans une espèce de sphère totalement idéalisée. Et ils perdent notion de la réalité. Ouais, parce que, je peux te promettre, okay. J'en ai rencontré plusieurs. Et c'est ce qui fait la différence entre un studio de design comme le mien, où moi je travaille avec des artisans, tu es en contact avec des gens constamment, et les mecs qui sont dans des bureaux, parce qu'il faut les voir, les bureaux d'Apple et tout, hein, c'est des trucs de fou. Hein, et ils ne parlent qu'avec du data, des études marketing, des études, des machins, qui sont hyper poussé parce que les mecs ils ont une capacité d'analyser absolument tout et de récupérer une quantité d'informations qui est stratosphérique. Donc si tu veux, à partir de là, mais on ne devient plus que des données, nous sommes des data pour eux. Donc ils se repèrent là-dessus uniquement pour créer du nouveau, pour créer des objets. Ce qui fait que je trouve que ce qui était intéressant avec Steve Jobs, c'est que lui c'était le rapport à l'objet, l'instinctif. Je ne sais pas s'il aurait validé foncièrement ce projet de casque à réalité mixte. Aucune idée, franchement. Là, c'est justement ça, on discute un peu de ça. Tu as un avis dessus? Moi, on en a beaucoup parlé avec Hugo sur ça et je ne suis pas non plus pour. Je trouve que ça déshumanise énormément et ça sépare au lieu de rassembler. Et après, en termes de technologie, je trouve ça intéressant parce que du coup, on teste autre chose et peut-être que dans un domaine, peut-être dans le médical ou je sais pas, dans un autre domaine. D'ailleurs, c'est déjà utilisé dans le médical. Ouais. Mais dans un autre domaine où l'utilité a vraiment un sens que dans le quotidien. C'est rigolo ce que tu dis parce que l'utilité a vraiment un sens. Quand tu prends l'exemple du médical, c'est encore pour l'humain. C'est-à-dire avec le seul objectif, c'est de sauver les gens. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est là où je trouve que l'idée de se séparer, c'est-à-dire de mettre un casque, parce qu'à un moment donné, tu dois opérer et tu dois aller dans le très précis et le tout petit. Donc, d'une certaine façon, le fait d'avoir le casque sur les yeux te permet la précision avec pour objectif de sauver la personne que tu es en train de soigner. C'est totalement différent pour moi que de te foutre dans un casque. Puis en plus, c'était ça qui était effarant sur la keynote, c'est que tu les vois, ils sont tout seuls. Alors qu'à chaque fois, quand tu voyais des keynotes de chez Apple, ils sont ensemble. Il y a la notion de communauté, de groupe. Et là, ils sont tout seuls. Ouais. Vas-y. Hein. Ouais, en fait, ils ont feinté, je trouve, l'utilité. Ils ont marketé le fait que tu en aies besoin. Mais je pense en vrai, ça peut être une bonne réponse, ça a peut-être été mal fait. Si ça marche pas, franchement, il faut arrêter les casques VR. Hein. Mais t'as vu la nouvelle quand même, parce que moi j'en ai parlé dans une vidéo. Au lancement, ils disaient qu'ils allaient produire 1 million. Oui. Et puis après, ils ont dit 400 000, 60%, soi-disant, parce que les fournisseurs n'arrivent pas à produire l'ensemble. Mais c'est de la foutaise. C'est juste que Apple ne va jamais, t'imagines, faire un prévisionnel et se dire qu'il s'est planté de 60%. C'est pas possible. C'est qu'ils ont les mecs du marketing, justement, ont calculé et se sont dit, mais en fait, l'adhésion du public n'est pas du tout confirmée, quoi. C'est comme le premier Mac ou le deuxième Mac. C'était pareil, c'était des flops. Ils attendaient des ventes, 1 million de ventes et tout. Ils les atteignaient pas. Parce que chaque fois, c'était des flops. Il y avait que l'Apple 1 qui se vendait. Ouais. Je crois que le premier Macintosh, c'est pas du tout vendu parce qu'il est beaucoup trop cher. Ouais, et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ça se répète un peu jusqu'à l'arrivée de l'iMac, le tout premier, le bonbon là. Où là, ils ont fait 1 million de ventes. Après, ils ont vendu quand même pas mal de Macintosh, mais c'était bon. Après là, c'est vraiment. Parce que le Macintosh a quand même été a révolutionné le personal computer, quoi. Et ils ont passé tellement de temps dans le développement qu'ils se sont un peu tiré une balle dans le pied. Et puis en plus des promesses qu'ils n'ont pas tenues parce que tu sais, tu retardes et puis après tu dis ça va faire ça et puis au final le temps de développer la technologie ça a pris du temps. Mais ça reste quand même un objet qui a fait... je sais pas si, tu vois, le casque va être du niveau du Macintosh. Je sais pas. Mais bon, c'est une question ouverte. Je pense qu'on parle de ça parce que c'est vrai que les dernières vidéos que tu as fait étaient sur le sujet et que c'était intéressant de discuter de ça. Mais là, j'ai envie d'aborder rapidement. Puis après, on se posera la question je te questionnerai sur le Maroc et le fait que tu sois venu ici te balader. L'intelligence artificielle.
incroyable, j'adore. Ouais. C'est trop bien, ouais. Justement, par rapport au design, etc. Parce que là, c'est aussi un outil, moi j'en ai aussi beaucoup parlé, qui est fascinant quand même. Ouais. Là, il se passe un truc. Alors là, comparé à tout ce qui s'est passé avant, genre NFT, tout ça, là, l'IA, franchement... Alors, est-ce que tu penses que l'avenir, dans le design, l'intelligence artificielle va avoir une place importante? C'est un gros outil. Je pense Ouais. que c'est un d'accord. bon gros stagiaire hyper fort, genre musclé et tout. Ouais. Mais, Est-ce que tu penses que c'est une menace au métier du design ou pas? je pense... je sais pas. Je pense, tu vois, la photo se fait attaquer, les peintres se font attaquer, les graphistes se font attaquer. Bon, je pense qu'on va pas... Le design industriel, je pense pas. Mais le design juste idée, je pense, oui. Ah ouais, carrément. Mais l'industrie, non, parce que c'est trop technique et je pense pas qu'une IA puisse encore avoir Moi, les tu sais ressources pour le faire. qu'avec mes imprimantes 3D, quand j'ai un objet imprimé en 3D, je parle avec l'IA, je lui dis voilà la tête d'injection, donc la buse, Ouais. voilà la température, enfin pas la température, voilà le matériau que j'utilise, voilà l'objet que je vais imprimer. Peux-tu me donner les paramètres qui me permettront de l'imprimer le plus rapidement et c'est incroyable. C'est canon. Mais ça, parce que c'est incroyable. Il me sort la température d'impression, la vitesse d'impression par rapport à la machine. Je lui donne le modèle de ma machine. Ça, c'est ouf. Et il arrive à me donner Alors, moi, je trouve que, tu vois, tu disais la photo, les graphistes et tout, ça les remplacera de toute façon pas parce que la créativité et l'œil et le regard du photographe, du graphiste restera la propriété. Maintenant, tous les mecs qui faisaient des affiches à la pelle, tu sais, sans apport créatif, aucun jugement de valeur, mais vraiment parce que voilà, on fait du consommable. On l'a tous fait d'ailleurs, à un moment donné pour gagner sa vie aussi. Ça, par contre, je pense que l'intelligence artificielle va remplacer tout ça. Ouais, carrément. Mais ce qui va être qualitativement va augmenter le niveau parce qu'on va être obligé d'être de plus en plus créatif pour se distinguer de l'IA. Donc moi, je trouve que ça peut être aussi... Je vois l'IA un peu comme l'apparition des logiciels 3D, en fait. Comme avant, il n'y avait pas de 3D. Non. Tous les archis, ils étaient dans des grandes salles à faire des gros dessins. Ils ont vu la 3D arriver. Ils ont dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais non, juste, tu vas poser ton papier, ton crayon, et tu vas passer à faire tes plans sur l'ordi. Je pense que l'IA va juste t'aider dans ta réflexion à prendre des angles différents, à voir des formes différentes, genre mid-journée. Tu peux lui donner un bon prompt, et il te sort des images, et ah putain, j'avais pas pensé à ça. Toi, après, tu retravailles. Il te sortira jamais un truc fini, je pense pas. Enfin, jamais, peut-être un jour, mais pour l'instant, je pense pas. Et c'est là où le designer peut s'en servir pour s'accompagner, pour s'épauler, pour se dire, par exemple, ChatGPT, tu pourrais y avoir un prompt pour clarifier un brief ou pour poser des bonnes questions, pour savoir où est-ce que tu peux aller. Ça, je le fais déjà. Je trouve ça hyper bien. J'ai fait un projet complet avec ça, justement. On a fait le trajet pour le Maroc avec ChatGPT d'ailleurs. Ça nous a bien aidé. Mais typiquement, genre dans le design, je trouve que c'est assez ouf comment ça peut te sortir d'un... Alors quand est-ce que tu vas nous faire une vidéo sur l'intelligence artificielle? J'avais pas du tout prévu d'en faire une. Mais t'as vu, entre les vidéos sur incarner le métier du design, la vidéo sur l'intelligence artificielle, les outils du design, c'est des trucs fascinants. J'avais pas prévu d'en faire une, mais c'est vrai que c'est assez bluffant et ça va hyper vite. Toutes les semaines, il y a un nouveau truc. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que l'année dernière, quand ChatGPT et Midjourney sont vraiment officiellement sortis, je me rappelle la première vidéo que j'ai fait sur ChatGPT, ça faisait 3 jours qu'ils avaient ouvert le code pour qu'on puisse le tester, quoi. C'était un truc de dingue, j'étais là et j'arrivais pas à suivre alors que je fais une vidéo par semaine, quoi, tu vois. Alors justement, elle a fait une transition magnifique sur le Maroc. Alors pourquoi le Maroc et qu'est-ce que vous avez vu de beau? C'est intéressant, Avant, qu'est-ce que t'en penses de l'IA? Oh, l'IA, oui, vas-y. L'IA, non, moi c'est mon acolyte de tous les jours. Pour tout et n'importe quoi, j'utilise et c'est vrai que notamment pour les 3D, ça m'aide vachement pour faire, pour trouver en fait les raccourcis ou voir comment faire plus rapidement. Mais bon, après c'est pareil pour nous deux. Et le Maroc, c'est Hugo. C'est Hugo qui. Le Maroc, c'était mon idée pour le voyage de fin d'études entre nous. Donc, c'est cool. On s'est fait, on a été diplômés il y a un mois, disons, et on est parti.
on s'est dit on fait un break, on fait une pause entre reprendre le travail et les études. Donc on part au Maroc. J'étais déjà venu il y a 15 ans de ça avec mes parents. J'avais fait tout un périple désert et tout ça. Ouais. C'était génial. Je vais retourner là-bas. Et c'est un pays qui est vachement accessible. Enfin, depuis la France en tout cas, c'est accessible. On parle français. Ouais. Donc c'est plus facile. Ouais. Accessible pour un niveau de tarif aussi, je parle, et niveau temps de vol. Et après, il y a toute la culture du Maroc et la vie, comment les gens y vivent, comment ils font. Ouais, c'est fascinant. Comment ils font, comment ils conduisent, c'est incroyable. Genre. Au début, on s'est dit, on va prendre une voiture de loc. Non, tu prends pas de voiture de loc au Maroc. Tu prends un taxi et voilà. Ouais, mais ça participe à cette énergie qu'il y a au Maroc, etc. C'est vrai que c'est fascinant. Il y a une espèce de vie. Je comprends parce que ça ouvre l'esprit quand on est créatif et qu'on vient au Maroc. Il y a vraiment, c'est un pays qui inspire énormément, Et justement, les artisans. Alors, vous avez vu un petit peu le travail des artisans? Vous avez eu l'occasion de voir un peu ou pas? Alors, on est allé dans une tannerie, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pu faire Parce que ça, c'est intéressant aussi de voir l'artisanat. On a vu énormément de ventes de bronze. Ouais. Des lampes ou des plateaux en bronze et tout ça. Où le mec nous expliquait c'est tout du était fait à la main, taillé, pointé, de la dinanderie. Waouh, tu vois le plateau avec énormément de détails. Ils ont passé une semaine à faire ça. C'est impressionnant. Ouais. Mais on n'a pas vu les artisans en fer. Et ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, on espère à Marrakech peut-être voir le déjà temps de regarder. Le cuir ou le métal. Et ça serait hyper intéressant de voir ça. Mais en tout cas, il faudra revenir au Maroc. Et puis c'est bien, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'encourage tous les créatifs, ceux qui font un métier de près ou de loin, de cet univers de la création, du design, de la décoration, de l'architecture, de venir au Maroc parce on voit une autre chose dans la production. Carrément. On voit autre chose. Il y a vraiment une approche à la création qui est complètement différente. Je pourrais faire une vidéo là-dessus parce qu'elle est fascinante. Et donc j'encourage tout le monde à venir au Maroc et découvrir ça parce que c'est en dehors de l'aspect touristique et folklorique du Maroc, il y a vraiment une approche de la création qui est époustouflante. Ouais, qui est bien centrée qui est vachement resté, qui n'a pas trop été mondialisé, je dirais. Ouais, pollué par effectivement. Qui est hyper resté traditionnel et c'est bien. Ouais. Alors c'est trop cool de voir que... Et peut-être qu'il y en aura une prochaine vidéo sur le Maroc chez Design Momento. Je plaisante. En tout cas, c'était super cool de vous avoir tous les deux. C'était mortel. Hugo, je suis très content d'avoir eu le privilège de montrer ta ganache pour la première fois à mes téléspectateurs de mes bricolos, aussi appelés mes bricologistes et bricologues. Et puis, on espère... Alors, de toute façon, c'est moi ce que je dis à chaque fois qu'on fait un hors-série comme ça de mes bricolos, c'est le but du jeu, c'est qu'on se revoit, c'est-à-dire que quand je viendrai en France, Inch'Allah, on pourra se voir et je serai chez toi et continuer cette discussion. Mais l'idée, c'est de continuer parce que vraiment l'objectif de mes bricolos, c'est d'être authentique dans l'approche, c'est-à-dire que on ouvre un débat, on ouvre une discussion, on peut se tromper. On peut avoir un avis qui change dans le temps, c'est pas interdit. Au contraire, je pense que l'intelligence passe aussi et principalement par sa capacité à la fois s'intéresser aux choses, avoir un avis, douter, changer, se questionner. C'est ça, c'est une recherche perpétuelle et je pense que c'est ça qui est important. Ouais, carrément, c'est que comme tu l'as dit avec ton fauteuil, j'ai oublié le nom. Le pouf, et que tu as mis 12 ans à le faire. C'est que de l'itération tout le temps. C'est de la recherche, exactement. Ça, donc je t'encourage vraiment à ce que tu reviennes, ce que vous revenez et comme ça on pourra continuer la discussion et tout ça. Donc ça m'a fait très plaisir et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Alors donc, pslama à tous et merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pslama.